Bonjour. Voilà, donc merci de venir pour ce petit apéro littéraire. Euh, J'espère que vous êtes bien installés chez vous, que vous avez quelque chose à boire. Moi j'ai juste de l'eau citronnée, mais ma foi ça fera l'affaire. Et voilà, et qu'il fait beau à travers votre fenêtre. Donc on va parler de littérature américaine. N'oubliez pas que vous pouvez mettre des petits commentaires. Comme ça, voilà, si vous voulez parler d'un livre que vous avez aimé ou réagir, ben n'hésitez pas. Donc pour parler de littérature américaine, j'avais d'abord envie de parler un petit peu de ségrégation. Parce qu'en fait, moi j'ai découvert la littérature américaine avec Black Boy de Richard Wright. Donc j'ai plus mon exemplaire, je sais pas où il est passé. Mais en fait, il y avait une petite BD dans Je Bouquine qui racontait l'histoire de Richard Wright. Et donc du coup, j'avais demandé à ma sœur de me l'offrir à Noël. Et c'est le premier roman que j'ai choisi toute seule, je pense, à 14 ans. Et voilà. Et donc du coup, ça raconte, c'est l'autobiographie de Richard Wright, sa jeunesse et son enfance aux États-Unis pendant la ségrégation. Ça m'a énormément marqué de lire ça à 14 ans parce que c'est une histoire qui est quand même terriblement proche de nous au niveau de la temporalité. Et donc après, j'ai lu beaucoup de romans sur la ségrégation aux États-Unis. C'est toujours un sujet qui me choque quoi. On n'a jamais fini d'être choqué, vous me direz, mais voilà. Et donc j'avais envie de vous parler de deux autres romans qui traitent de ce sujet. Donc d'abord, Le temps où nous chantions de Richard Powers. Je sais pas si quelqu'un l'a lu. C'est quand même un sacré pavé. Richard Powers, il a tendance à toujours prendre des sujets très compliqués et assez denses. Donc du coup, c'est pas toujours accessible. Celui-ci, je pense, est le plus accessible. En fait, on va suivre un couple qui se rencontre dans les années 40. Et une femme noire, américaine, qui va épouser un juif allemand qui fuit le nazisme. Et donc, ce couple, en fait, va avoir des enfants, et on va suivre le parcours de ces enfants à travers l'histoire des droits civiques aux États-Unis en même temps. Et donc, voilà, c'est passionnant. Et il y a aussi toute une réflexion sur la musique, parce que, ils sont musiciens dans la famille. Et personnellement, je connais pas grand-chose à la musique, enfin, en tout cas, au niveau des techniques musicales, etc. Et donc, j'ai appris énormément de choses. Et j'ai trouvé ça passionnant. C'est vraiment un roman fleuve comme ils savent en faire aux États-Unis. Voilà, Le temps où nous chantions de Richard Powers, je vous le conseille. Et bonjour. Ensuite, j'avais aussi envie de vous parler des 12 tribus d'Ati de Ayanna Matisse. Donc ça, c'est un roman polyphonique. Donc à nouveau, c'est toujours un roman sur la ségrégation. Là, on va suivre Ati, qui donc du coup fuit en fait le sud ségrégationniste, je sais pas si on peut dire ça, et qui va avoir une descendance nombreuse puisqu'elle va avoir 11 enfants et une petite fille. Et on suit donc aussi sa descendance. Donc c'est un roman voilà, où on suit les voix de plusieurs personnages, ce qui permet aussi de suivre l'évolution des droits civiques aux États-Unis, mais aussi la transmission de certaines choses aussi dans les familles. Comment est-ce que l'histoire qu'on a vécue, on peut la transmettre à nos enfants sans forcément le vouloir. Et il y a un passage que j'aime bien parce qu'en fait ça représente parfaitement le personnage d'Ati, qui est un personnage fort, assez dur. Évidemment, étant donné ce qu'elle a vécu, et puis bon, elle a quand même eu beaucoup d'enfants, donc il faut gérer tout ce petit monde. Et donc, voilà. Quand les enfants d'Ati étaient jeunes, ils l'avaient appelée le général. Ils pensaient qu'elle l'ignorait, mais elle savait tout sur chacun d'entre eux. Elle sentait leurs âmes frémissantes. Quand il était petit garçon, Franklin disait en plaisantant qu'Ati possédait des pouvoirs surnaturels, parce qu'elle savait toujours lequel des enfants était en haut, lequel était dehors sur la véranda, et lesquels étaient allés au magasin au bout de la rue. Elle était dans la cuisine, et tout à coup, elle éprouvait une étrange sensation dans la nuque, comme si quelqu'un la tapotait à cet endroit. Elle levait les yeux de ce qu'elle était en train de faire, et elle appelait une des filles. « Va dire à ton frère que j'ai dit d'arrêter de faire l'idiot là-haut dans le grenier. » Et ça ne manquait pas, il était bien là, sur le point de tomber par la trappe sur le palier de l'étage. Ati savait que ses enfants ne la considéraient pas comme quelqu'un de gentil, et peut-être qu'elle ne l'était pas. Mais quand ils étaient petits, il n'y avait pas beaucoup de temps pour les sentiments. Elle leur avait fait défaut dans des domaines essentiels. Mais à quoi cela aurait-il servi de passer les journées à les serrer contre elle et à les embrasser s'ils n'avaient rien eu à se mettre dans le ventre? Ils ne comprenaient pas que tout l'amour qu'elle avait en elle était accaparé par la nécessité de les nourrir, de les habiller et de les préparer à affronter le monde. Le monde n'aurait pas d'amour à leur offrir. Le monde ne serait pas gentil. Voilà, donc ça montre bien le ton du livre et le ton d'Ati. Et on va voir aussi comment ses enfants ont été impactés par tout ça. Donc c'est un très beau roman, Les 12 tribus d'Ati, d'Ayanna Matisse. Je vous le conseille. Donc voilà, là, je vous ai parlé un petit peu de ségrégation. Maintenant, je vais vous parler donc de
deux auteurs américains préférés, ou en tout cas ceux qui m'ont fait découvrir la littérature américaine après Richard Wright. Donc j'ai déjà parlé la dernière fois de John Irving, mais c'est impossible de ne pas en reparler. Donc en fait, récemment, on a fêté les 40 ans du Monde selon Garp, qui est quand même le roman fondateur, je pense, de l'œuvre de John Irving. En tout cas, je crois que c'est celui qui l'a quand même fait le plus connaître. Et puis on retrouve à nouveau toutes ses obsessions dans ce livre. Ce qui est assez fascinant chez John Irving, c'est que même si, a priori, personne ne peut être en avance sur son temps, c'est quand même quelqu'un qui a une vision très accrue de la société et qui a parlé de sujets dont on parle énormément aujourd'hui, mais à l'époque peut-être moins. Donc notamment les sujets d'identité sexuelle, de viol, de féminisme, voilà. Et à chaque fois, il arrive à traiter de tous ces sujets avec sérieux et légèreté en même temps. Et voilà, c'est très beau. Et donc, je ne sais pas si vous connaissez la revue America. C'est vraiment une revue à suivre pour tous les fans de littérature américaine, puisque voilà, il y a toujours des portraits d'auteurs absolument passionnants. Et dans une de ces revues, il y avait eu un entretien avec John Irving. Et donc voilà, je vais juste vous lire un tout petit extrait de l'interview. Donc c'est François Busnel ou Bunel, je ne sais jamais comment on dit, qui lui pose la question: quel était votre état d'esprit lorsque vous avez débuté l'écriture de ce roman, Le Monde selon Garp? Et John Irving répond: la colère, et des tonnes de questions, parmi lesquelles celle-ci. Si nous avons vraiment vécu une révolution sexuelle, comme on disait après 1968 et au début des 70s, une révolution aussi formidable qu'on le prétend, s'il y a réellement eu dans le monde entier une libération sexuelle, alors pourquoi les gens se haïssent-ils à ce point en raison de leurs différences sexuelles? Pourquoi cette haine persistante envers les homosexuels, les transsexuels, et en réalité toute forme de différence sexuelle? Une révolution, dites-vous? Laquelle? Et puis, une forme de cynisme a succédé à ma colère. Il m'est apparu que si les revendications des minorités sexuelles avaient été ignorées, alors c'est à ces minorités qu'il fallait donner la parole dans un roman. Voilà le projet initial de Garp. Voilà, donc si vous n'avez jamais lu Le Monde selon Garp, vous êtes des sacrés vénards parce que vous allez pouvoir le découvrir et que c'est vraiment génial. J'avais envie de vous lire le tout début parce que voilà, à nouveau, John Irving sait parfaitement bien comment introduire ses romans. En quelques phrases, en fait, tout est planté, tout le décor est planté. Donc voilà. La mère de Garp, Jenny Fields, fut arrêtée en 1942 à Boston pour avoir blessé un homme dans un cinéma. Cela se passait peu de temps après le bombardement de Pearl Harbor par les Japonais. Et les gens manifestaient une grande tolérance envers les militaires, parce que brusquement, tout le monde était militaire. Mais Jenny Fields, pour sa part, restait inébranlable dans l'intolérance que lui inspirait la conduite des hommes en général et des militaires en particulier. Dans le cinéma, elle avait dû changer 3 fois de place. Mais, le soldat s'étant chaque fois rapproché un peu plus, elle avait fini par se retrouver le dos contre le mur moisi, avec, entre elle et l'écran, un stupide pilier qui lui bouchait pratiquement la vue. Aussi avait-elle pris la décision de ne plus bouger. Le soldat, quant à lui, se déplaça une nouvelle fois et vint s'asseoir près d'elle. Jenny avait 22 ans. Elle avait plaqué l'université peu après avoir commencé ses études, puis était entrée dans une école d'infirmière, où elle avait terminé à la tête de sa classe. Elle était heureuse d'être infirmière. C'était une jeune femme à l'allure athlétique et aux joues perpétuellement enluminées. Elle avait des cheveux noirs et lustrés, et ce que sa mère appelait une démarche virile. Elle balançait les bras en marchant. Sa croupe et ses hanches étaient si fermes et si sveltes que de dos elle ressemblait à un jeune garçon. Jenny estimait, pour sa part, qu'elle avait les seins trop gros. Son buste provoquant lui donnait, selon elle, l'air d'une fille facile et vulgaire. Elle n'était rien de semblable. En fait, elle avait plaqué l'université le jour où elle s'était rendue compte que ses parents, en l'envoyant à Wellesley, avaient eu pour objectif essentiel de la pousser à dénicher, puis à épouser un monsieur bien. C'étaient ses frères aînés qui avaient insisté pour qu'elle entre à Wellesley, en assurant à leurs parents que les jeunes femmes sorties de Wellesley jouissaient d'une réputation flatteuse et passaient pour d'excellents partis. Jenny avait l'impression que ses études n'étaient rien d'autre qu'une façon polie de gagner du temps, comme si elle avait été une vache mise en condition pour recevoir la canule de l'insémination artificielle. Voilà, c'est pour vous donner une petite idée du ton qu'utilise John Irving. Voilà. Ensuite, un autre auteur américain que j'aime beaucoup, c'est Paul Auster. Je l'ai aussi découvert à l'adolescence en cours d'anglais. Voilà, c'est un auteur plutôt, pour le coup, qui écrit beaucoup sur Brooklyn, sur New York, etc. Et voilà, j'ai un petit peu moins lu de Paul Auster ces dernières années, même si je l'ai retrouvé avec 4-3-2-1. Donc il y a un sacré pavé. L'avantage de 4-3-2-1, c'est que comme il fait plus ou moins 1000 pages et qu'il est vraiment très lourd, on peut faire du sport en même temps pendant le confinement en le lisant. et voilà, en fait, 4-3-2-1, c'est l'histoire de Ferguson, mais
c'est 4 destins possibles de Ferguson. Donc en fait, on suit un personnage à travers 4 possibilités de vie. Donc à la fois, ça pose beaucoup de questions, évidemment, parce que bah voilà, ça pose la question de qu'est-ce qui est inné, qu'est-ce qui est acquis. Est-ce qu'il y a des choses qui vont toujours se reproduire dans sa vie ou pas? Quels événements vont entraîner quoi? C'est un exercice un peu casse-gueule qui aurait pu être vraiment répétitif. En plus, c'est pas, enfin les 4 destins sont pas à la suite, quoi. On a toujours un petit chapitre, un petit chapitre, un petit chapitre, un petit chapitre. Donc il faut un peu se laisser emporter. Mais voilà, c'est vraiment vraiment chouette. Oui, en effet, lisez bouger. Faites des tractions avec Paul Auster, ça va fonctionner. Et voilà, donc c'est vraiment très intéressant. Et en même temps, on suit aussi l'histoire américaine de ces dernières décennies à travers ce personnage. Voilà, 4, 3, 2, 1 de Paul Auster. Et à nouveau, j'avais envie de vous lire un tout petit extrait de son interview dans la revue America Forever. Donc en fait, il y a François Bunel qui lui pose la question. Donc en fait, il lui demande si écrire un roman lui semble être un acte politique, et dans quel sens? Et Paul Auster répond: pour écrire un bon roman, il faut avoir une empathie sans borne pour les personnages que l'on décrit, même ceux qui ne sont pas admirables, les criminels et les fous. En faisant cela, on affirme au monde entier que chacun est humain, même les criminels et les fous, que chacun a une vie intérieure qui mérite d'être racontée, même les criminels et les fous. Nous devenons alors tous égaux. Écrire un roman est l'approche la moins autoritaire qui soit. Et c'est en ce sens que cela devient un acte politique, de façon indirecte mais très puissante. Et ensuite, donc François Bunel lui demande: et lire, est-ce un acte politique? Et Paul Auster répond: oui, c'est une façon de dire je crois en l'humanité, je suis curieux de l'autre. Lire est la meilleure façon de comprendre l'autre. Voilà, j'aime bien cette phrase. Pour moi, elle est vraiment très juste parce que, en effet, la lecture, c'est vraiment une façon d'aller à la rencontre de l'autre dans le sens le plus large du terme, de l'humain en général, parce que dans la lecture, on va découvrir vraiment toutes les facettes de l'être humain. Et mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a de facettes chez l'être humain, complexe et... Voilà, donc je sais pas si vous avez un... J'ai encore plein de romans, mais si vous avez un roman de littérature américaine que vous adorez, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, comme ça je le partagerai avec tout le monde. Quand on parle de littérature américaine, on parle aussi d'écriture, puisque la notion d'écriture aux États-Unis est un peu différente. Enfin voilà, il y a toute l'écriture, c'est quelque chose qui s'apprend, c'est un travail, c'est laborieux, c'est une vision beaucoup moins romantisée, je pense, qu'en Europe, en tout cas qu'en France. Ça ne dépend pas que du talent. En tout cas, c'est la vision américaine, je pense, un peu plus de l'écriture, même si c'est un petit peu en train de changer en Europe. On voit pas mal de cours d'écriture qui arrivent, etc. Mais c'est pas encore non plus une option à part entière dans les universités. Et alors, sur l'écriture justement, donc ma collègue Noémie, Miam Miam Bidou, dit qu'elle a adoré La couleur des sentiments, aussi un très beau roman sur la ségrégation d'ailleurs, vraiment très beau. Merci pour le partage. Et donc, Un dernier verre au bar sans nom de Don Carpenter parle vraiment de cette relation à l'écriture. Donc on va suivre plusieurs auteurs en fait dans la fin des années 50-60 et chacun va avoir un rapport à l'écriture différent. Donc voilà, c'est vraiment super beau. C'est plein de désillusions aussi. C'est quand même un roman qui laisse une petite amertume, je trouve, en arrière-fond. Mais c'est très beau. Et on suit notamment un couple où les deux ont des velléités d'écriture différentes. Et donc du coup, ça parle aussi de à la fois la bienveillance, mais la concurrence dans l'écriture, dans la création. C'est vraiment très intéressant. Et il y a juste une toute petite citation que j'avais envie de vous partager. Rien n'est jamais aussi pur que ce qu'on s'était imaginé enfant. Prenez l'écriture, prenez l'amour, prenez l'amitié. Alors je sais pas si je suis d'accord avec cette citation, mais ça décrit un petit peu ce côté doux amer du roman, où voilà, ils sont tous jeunes avec plein d'illusions, plein d'envie de changer le monde en écrivant, et puis la vie va faire que ils vont faire ce qu'ils peuvent, mais ce sera pas forcément ce à quoi ils s'attendaient. Voilà, ensuite, tu nous parlerais pas de Joyce Carol Oates? J'ai lu une dizaine de ses bouquins grâce à toi. J'en ai pas chez moi, figure-toi, je les ai tous pris à la bibliothèque, mais en effet, Joyce Carol Oates, grande autrice américaine, en plus tellement prolixe, je sais pas combien de romans elle a écrit, mais c'est un truc de dingue, sachant qu'elle écrit en plus, à chaque fois, des pavés. Qu'est-ce que tu dis? Parlerait. Ah oui, non, mais ça, c'est toujours comme ça, quand on tape des commentaires. Et moi, mon préféré, c'était Nous étions les Mulvanais. Tu l'as lu, Lucie? Nous étions les Mulvanais? En tout cas, moi, c'est vraiment celui qui m'a le plus marqué, je pense.
où on suit une famille, en fait, bah voilà, il va y avoir une famille un peu parfaite aux États-Unis, juste qu'il faut de loufoque pour être vraiment cool, vraiment chouette, fun, avec je ne sais plus combien d'enfants, mais quand même un certain nombre. Et en fait, il va y avoir voilà, des filles qui va subir un viol. Et ça va complètement changer la dynamique familiale. Donc c'est un roman qui est vraiment intéressant à ce niveau-là parce que ça montre comment un événement à la fois sociétal change complètement la systémique familiale, les relations entre tous les membres de cette famille. Et aussi, enfin voilà, à quel point c'est un peu la double peine pour la victime. C'est très juste, très très beau, très émouvant. Vraiment, s'il y en a un que je vous conseille, c'est Nous étions les Mulvaney. Même si souvent on conseille Les Chutes, qui est très beau aussi. Je sais pas, dans Nous étions les Mulvaney, il y a une tendresse, il y a quelque chose qui m'a vraiment marqué. Je vois que Delphine a mis un pouce et que Lucie a dit oui. Donc je pense que c'est un roman qui est apprécié par plusieurs d'entre nous. Zombie, c'est aussi de Haute. Je l'ai pas lu celui-ci. Mais oui, en effet, ça m'étonne pas que ce soit trash. C'est quand même souvent assez trash aussi. Voilà. Donc, pour parler de choses un peu plus légères, quand on parle de littérature américaine, on parle souvent aussi de villes. Les Américains ont aussi, enfin pas tous, mais certains auteurs américains ont un rapport très particulier à leur ville. Par exemple, Paul Auster, voilà, il décrit New York de façon très très... Ça donne envie de voyager en fait, ça donne envie d'aller aux États-Unis quand on lit de la littérature américaine. LA Story, c'était de James Frey, c'était aussi un très 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 bon roman sur Los Angeles que je vous conseille aussi. Et j'avais juste envie de vous parler des Chroniques de San Francisco. J'ai juste lu la saison 1, moi, pour le moment. Je sais qu'après, dans les saisons qui suivent, ça devient un petit peu plus sombre. Ah, voilà, je pense qu'il y avait une coupure. Je suis désolée, c'est les aléas d'Internet. Voilà, et donc les Chroniques de San Francisco, donc ça avait été publié à l'époque dans un journal. Ce qui est chouette, c'est que du coup, bah, ça se lit comme un feuilleton, ça se lit super facilement. C'est à la fois amusant et... Enfin, franchement, c'est vraiment chouette, c'est des chouettes personnages. Et puis, bah, quand on a besoin de se détendre un petit peu, on peut lire un petit passage comme ça chaque jour. Et voilà, très très chouette, les Chroniques de San Francisco, si vous les avez pas encore lues. Et donc là, on parlait des villes aux États-Unis. Mais évidemment, quand on parle de littérature américaine, il y a aussi tout le mouvement de la nature writing, comme on dit, désolé pour mon accent catastrophique. Alors, je lis assez peu de nature writing, en fait, parce que, bah voilà, c'est moins mon genre de prédilection. Mais j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup dans ce genre-là, Pete Fromm. Il a vraiment une façon d'écrire très particulière, donc il écrit toujours sur les grands espaces, la nature, etc. Je sais pas si vous avez déjà été aux États-Unis, est-ce que quelqu'un a déjà été aux États-Unis? Donc moi j'y suis allée à 2 reprises, et c'est vrai que ce qui est vraiment particulièrement impressionnant, c'est par exemple d'être en pleine campagne à côté de New York, et puis en voiture, et puis d'un coup, tu vois New York. Mais je veux dire, c'est quelque chose de fascinant, on n'a pas ça ici, quoi. On n'a pas ce côté où tout est grand, tout est immense, et donc la nature aussi est grande et immense. Évidemment, on pense aux chutes du Niagara, mais il suffit de voir une forêt, et tu te dis, mais voilà, à côté de ça, la forêt de Soignes, évidemment, ça nous paraît bien, bien petit, même si bon, on a de la belle campagne ici aussi, c'est pas la question, mais voilà, c'est impressionnant. Noémie a déjà été aux États-Unis. Voilà. Et donc, Pete Fromm, mon roman préféré de Pete Fromm, c'est Mon désir le plus ardent. Ça parle d'un couple voilà, qui sont guides de rivière. Et Noémie dit qu'elle a été au Canada aussi, où on a un peu le même rapport aux espaces. En effet, par contre, je trouve qu'au Canada, mais j'ai vu que Montréal, les villes sont moins impressionnantes. Il y a moins ce côté grands espaces, campagne, et puis d'un coup, pouf, on arrive sur la ville. Moi, ça m'a fait ça quand je suis arrivée à New York et quand je suis arrivée à Chicago, c'était pas aux mêmes âges. Mais à chaque fois, tu vois la ville de super loin. C'est vraiment ultra impressionnant avec ces buildings, etc. qui se dessinent. Et t'es encore en pleine campagne, quoi. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'impressionnant. Et donc, Mon désir le plus ardent, c'est l'histoire d'un couple qui sont guides de rivière. Ils se rencontrent en étant guides de rivière. Et ils tombent fous amoureux. Et puis, voilà, la maladie va frapper la femme. Et donc, on suit ce couple, en fait, à travers les années. En même temps, on découvre l'évolution de la maladie. Et voilà, donc c'est un sujet dur. Pete Fromm, il aborde souvent des sujets durs. Dans le dernier, c'était sur le deuil. Mais ce qui est chouette, c'est qu'en fait, il a une façon d'écrire très particulière où il ancre vraiment ses personnages dans le quotidien. Donc en fait, on suit les personnages à travers les petits gestes du quotidien. Et ça permet de décrire beaucoup d'émotions avec beaucoup de sobriété, je trouve. Et voilà, et pour moi, c'est vraiment un pari réussi. C'est pas évident déjà d'écrire une histoire d'amour sans tomber dans le cucu, le mièvre, etc. Et en plus d'un couple qui fait face à la maladie sans tomber non plus dans le pathos. Et là, c'est vraiment pas le cas. Donc je vous le conseille.
mon désir le plus ardent de Pete Fromm. Et c'est drôle aussi, malgré tout. Voilà, donc là, je me rends compte que j'ai parlé de beaucoup d'auteurs masculins. J'ai lu beaucoup d'auteurs masculins en littérature américaine. Et donc, je vais vous parler de quelques autrices, autres que Joyce Carol Oates. Donc, la première, c'est Laura Kaczynski. C'est pareil, c'est un nom que je ne sais pas prononcer. Vous m'excuserez donc. C'est une autrice que j'ai découverte il y a longtemps, quand je travaillais en librairie, quand j'étais étudiante. Je vous raconte ma vie au passage. Et voilà, c'est une poétesse en fait américaine. Ça se sent énormément dans ses romans, parce qu'il y a un rapport à la nature aussi qui est très particulier, à la sensualité, à la sensorialité. Et alors, ce qui est chouette chez Laura Kaczynski, c'est que elle plante toujours le décor dans la classe américaine un peu aisée, qui vit dans les banlieues, etc. Souvent, il y a des adolescents. Et alors, voilà, en fait, elle va gratter ce qu'il y a derrière le vernis. C'est un peu du Desperate Housewives version très intelligente, si je puis me permettre, et un peu plus, et beaucoup plus trash, mais et évidemment extrêmement bien écrit. Donc voilà, donc moi j'aimais bien cet aspect-là dans ses romans. Après, au bout d'un moment, je m'en suis un petit peu lassée, mais malgré tout, je trouve que ça reste à découvrir. À moi, pour toujours, c'est le premier que j'ai lu. C'est pas nécessairement mon préféré. Moi, mon préféré, c'est Les Revenants, qui se passe sur un campus et qui est très dense et où elle met vraiment toutes ses impressions. C'est vraiment génial. Si ça vous tente de lire une fois un Laura Kaczynski, je vous conseille Les Revenants. Voilà. Je sais pas si vous en avez déjà lu un. Quelqu'un a déjà lu Laura Kaczynski? Je vois pas de réponse, donc à mon avis, peut-être pas. Je bois un petit peu d'eau citronnée pour ma voix. Et alors, j'avais aussi envie de vous parler d'une autre autrice que j'aime beaucoup, et qui est Siri Houssevelt. En fait, Siri Houssevelt, c'est la femme de Paul Auster. Et j'avoue que je l'ai connue comme ça, je n'ai pas honte, je l'ai connue parce que c'était la femme de Paul Auster et que j'étais fan de Paul Auster. Et donc, j'avais lu tout ce que j'aimais, qui est passionnant. Et j'ai beaucoup aimé aussi Un été sans les hommes, qui est un peu plus léger. Ça reste très intelligent, mais c'est un peu plus léger. En fait, c'est une femme son mari lui annonce que voilà, qu'il fait une pause parce qu'il a rencontré une femme plus jeune. Et du coup, elle craque. Elle va même être internée très peu de temps. Et elle décide d'aller se confiner à la campagne. Donc c'est un peu deux sujets d'actualité. Avec sa maman et de donner des cours de poésie aux ados du coin, en pleine campagne. Et donc finalement, ça va être toutes des rencontres entre femmes de toutes les générations, de discussions, etc. C'est vraiment drôle et intelligent. Je vais vous lire juste le début si vous voulez bien. Donc, quelque temps après qu'il eut prononcé le mot « pause », je devins folle et atterris à l'hôpital. Il n'avait pas dit « je ne veux plus jamais te revoir », ni « c'est fini ». Mais, après 30 années de mariage, pause suffit à faire de moi une folle furieuse, dont les pensées explosaient, ricochaient et s'entrechoquaient comme des grains de pop-corn dans un four à micro-ondes. J'étais arrivée à cette lamentable constatation, alors que je gisais sur mon lit dans l'aile sud, si alourdi par le haldol que bougeaient mes théodieux. Les cruelles voix rythmées s'étaient adoucies, mais elles n'avaient pas disparu, et lorsque je fermais les yeux, je voyais des personnages de dessins animés courir à toute vitesse sur des collines roses et disparaître dans des forêts bleues. À la fin, le docteur P posa son diagnostic. Je souffrais d'une crise psychotique, appelée parfois bouffée délirante, ce qui signifie que vous êtes réellement fou, mais pas pour longtemps. Si cela dure pendant plus d'un mois, une autre appellation s'impose. Il semble qu'il y ait souvent un déclencheur, dans le parler psychiatrique, un stresseur, à l'origine de ce genre d'affection. Dans mon cas, c'était Boris, ou plutôt l'absence de Boris, le fait que Boris s'accorde à une pause. On me tint enfermée pendant 1 semaine et demie, et puis on me laissa sortir. Je continuai à fréquenter le service en externe pendant quelque temps, jusqu'à ce que je trouve Dr S, sa voix basse et musicale, son sourire réservé et son oreille poétique. Elle me fut d'un grand soutien, et l'est encore, à vrai dire. La pose était française. Elle avait des cheveux châtains plats mais brillants, des seins éloquents qui étaient authentiques, pas fabriqués, d'étroites lunettes rectangulaires et une belle intelligence. Elle était jeune, bien entendu, de 20 ans plus jeune que moi, et j'ai dans l'idée que Boris avait convoité quelque temps sa collègue avant de donner l'assaut à ses régions éloquentes. Je me suis représenté la chose à de multiples reprises. Voilà, bon, après, elle continue. C'était un petit peu aussi pour vous montrer le ton. Voilà, et c'est un chouette petit roman. Un peu feel good, mais pas trop. Voilà, et alors la dernière autrice dont j'avais vraiment envie de vous parler, c'est Joyce Maynard. Donc Joyce Maynard, c'est aussi une autrice que j'ai découverte il y a quelques temps. J'aime vraiment énormément sa vision du monde. Elle a une façon d'écrire à la fois très tendre et en même temps avec une vision quand même assez acérée de la réalité et de la vie. Mais beaucoup de tendresse, et j'aime bien retrouver aussi de la tendresse
dans ce que je lis. Parce que bon, on est quand même tous reliés par ça. Et en fait, celui-ci, donc j'ai beaucoup aimé Long Week-end de Joyce Maynard, qui a aussi été publié, je pense, en roman ado, et qui parle aussi d'un confinement, mais d'un tout autre genre. Je vous le conseille, c'est vraiment très intéressant. C'est l'histoire d'une mère qui vit toute seule avec son adolescent. Il y a des prisons, en fait, qui les séquestrent, en fait, chez eux. Et il va y avoir des relations qui vont se créer entre eux. Et c'est pendant ce long week-end, qu'est le week-end du Labor Day aux États-Unis. Et il fait particulièrement chaud, et il cuisine des tartes aux pommes. Enfin voilà, c'est vraiment très chouette. Et devant moi, Le Monde, c'est sûrement celui qui m'a le plus touchée. En fait, c'est son autobiographie. Elle raconte sa relation avec Salinger, donc l'écrivain de l'Attrape-Cœur, qui en fait... Est-ce que ça refonctionne? J'avais une mauvaise connexion. Je sais pas si ça refonctionne ou pas. Je ne sais pas. Donc, je voulais juste encore vous parler de... Comment ça marche? De Joyce Maynard. Et donc, en fait, il la repère quand elle a 18 ans, parce qu'elle écrit un article dans le New York Times, et il commence à lui écrire, et ils entretiennent d'abord une relation épistolaire, et puis une vraie relation assez malsaine, enfin même carrément malsaine, une relation d'emprise. Et un jour, elle a raconté cette histoire, et elle a eu beaucoup de retours négatifs. C'est un livre qui a été publié en 98, et voilà, et ce qu'elle en dit, ça y est, ça fonctionne, cool. Enfin, et ce qu'elle dit en fait à la fin de son roman, je trouve que c'est vraiment magnifique. Elle raconte aussi, pas que sa relation avec Salinger, en fait, elle va raconter toute son histoire de femme et à quel point ça a eu un impact en fait sur sa vie de femme et comment est-ce qu'elle va se construire après ça, alors qu'elle a perdu d'une certaine façon son estime d'elle-même. Et j'avais juste envie de terminer sur cet extrait, parce que pour moi ça fait vraiment résonance avec l'actualité, même si c'est une actualité qui a été un peu évincée par le fameux virus qui nous maintient tous chez nous. Voilà, donc en fait, elle dit « Pour l'essentiel, ce livre parle de la vie d'une femme, ainsi que de la honte et du secret. Mais après qu'il a été publié, nombre de gens ont estimé que, dans la mesure où mon histoire englobait celle d'un grand homme qui exige qu'on ne parle pas de lui, je lui devais de garder le silence. Les attaques, non seulement sur mon livre, mais sur moi-même, ont été brutales, extrêmement personnelles et implacables. Il est apparu que, pour beaucoup de ceux qui m'ont critiqué, le seul événement de ma vie avait été de coucher avec un grand homme. Ce qui était démoralisant, pas seulement sur le plan personnel, mais à cause de ce que semblait être pour ces gens la perception des femmes, à travers leur portrait de moi et de mon histoire. J'espère qu'une intellectuelle féministe étudiera un jour pourquoi, lorsqu'une femme raconte son histoire, elle est si fréquemment tournée en ridicule, et jugée comme égocentrique et fondamentalement dénuée d'importance. Si souvent, nos textes traitent de thèmes tels que les relations, le corps, la formation de l'identité sexuelle, donner naissance, fonder un foyer, la mort de ceux qui nous sont chers, l'échec d'un mariage ou l'éducation des enfants. L'hostilité envers les femmes qui demeurent enracinées dans notre culture se mesure à la manière dont une femme écrivain racontant les luttes qui se trouvent au cœur de la vie des femmes se voit si souvent reprocher de donner dans l'affectif, la complaisance et le trivial. Il n'est pas nécessaire d'aller chercher très loin des exemples d'hommes écrivains qui se sont exprimés librement sur leur expérience personnelle sans renoncer en rien à l'égocentrisme et dont on salue le courage et la sincérité fulgurante. Et donc ensuite, en fait, elle raconte qu'elle a reçu des lettres de femmes qui ont vécu aussi des relations avec Salinger. Et après, elle dit « Je ne doute pas que les histoires de ces femmes étaient vraies. » Elle citait des passages de lettres de Salinger quasiment identiques à certaines qui figurent dans celles qui m'avaient écrites, et dont le contenu n'avait jamais été rendu public. Comme moi, ces femmes avaient été approchées par Salinger à l'âge de 18 ans. Comme moi, elles avaient cru un temps qu'il était le plus sage des hommes, leur âme sœur, leur destinée. Comme moi, elles avaient par la suite fait l'expérience d'un rejet absolu et dévastateur. Et, comme moi, elles avaient eu la conviction durant de longues années qu'elles se devaient de garder le secret, de peur de se retrouver en butte à la forme même de condamnation dont je faisais à présent l'objet pour avoir refusé de me taire. Étant donné ce qu'on a si souvent dit de moi parce que j'ai mis fin à ce silence, les peurs qu'ont ces femmes de parler de leurs expériences paraissent justifiées. Aujourd'hui encore, beaucoup semblent penser qu'il relève de l'obligation d'une femme de préserver les secrets d'un homme pour la seule raison que celui-ci l'exige. Mieux, il y aura apparemment débat sur le fait de savoir si une femme a le droit ou non de raconter la vérité sur sa vie, et si elle le décide, de savoir si l'on peut accorder à cette histoire une quelconque valeur ou signification. Et donc après, elle parle justement des hommes de pouvoir, et elle dit « Prétendre qu'un individu bénéficie de l'immunité d'être jugé ou de rendre compte de ses actes sous prétexte qu'il détient une position de pouvoir, qu'il soit prêtre, professeur, politicien, quelqu'un de fortuné ou ayant réussi,
revient à ouvrir la voie à l'exploitation de ceux-là même qui sont les plus vulnérables et susceptibles de se laisser influencer ou manipuler, en général les jeunes gens. C'est en cela que réside la véritable trahison de la confiance. Que les victimes de tels individus se voient si souvent elles-mêmes condamnées et humiliées lorsqu'elles font part de leur expérience constitue un autre exemple d'indignité. Tant que sera remis en cause le droit d'une femme à raconter son histoire, on permettra que se reproduise le même schéma dangereux et dommageable vécu par les générations précédentes. L'outil le plus puissant que possèdent la plupart d'entre nous, c'est sa voix. Si on nous l'enlève, que nous reste-t-il? Voilà, j'avais envie de finir là-dessus. Vous dire à tous et à toutes que vous avez une voix et que vous pouvez la faire entendre. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que vous aimez la littérature américaine ou autre chose, et que vous avez envie de lire plein de livres, et que vous avez un bon apéro qui vous attend, en bonne compagnie, virtuelle ou pas. Je sais pas comment vous êtes confinés. Merci en tout cas d'avoir suivi, et voilà, je vous fais plein de bisous, virtuels aussi. Et j'espère qu'on pourra bientôt se revoir autour d'une papote littéraire et d'un apéro. Salut!